Bonsoir Bonsoir à Hubert. tous. Ah, Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue bonsoir dans cette Michel. nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir nous accueillons Hubert Haddad pour son livre La sirène d'Isée, sorti aux éditions Zulma. Pour l'interroger, on part dans le sud-ouest, on part à Villeneuve-sur-Lot, où on retrouve Michel Loyer de la librairie L'Ivresse pour l'interroger ce soir. Avant de vous laisser converser tous les deux, messieurs, je vais rappeler aux participants qui peuvent poser des questions à Hubert par mon intermédiaire et je me ferai un plaisir de revenir vous les poser. Messieurs, bonne rencontre, à tout à l'heure. Merci. Merci. Bonsoir Hubert. Bonsoir. Donc heureux de te retrouver Mhm. et pour parler de ce dernier livre, donc La Mhm. sirène d'Isée, plus particulièrement. Euh, Quand même, avant de démarrer sur La sirène d'Isée, j'aimerais bien pour ceux qui peut-être ne te connaissent pas, rappeler que tu es un écrivain aux multiples facettes et aux multiples possibilités. Tu es romancier, tu es nouvelliste, tu es essayiste. Alors nouvelliste, il y a les nouvelles du Jour et de la nuit que je peux citer. Essayiste, il y a de très beaux essais, et il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est Julien Gracq. La forme d'une vie, rien que le titre Mhm. est succulent. Euh, Tu es aussi, alors tu me permettras l'expression, un meneur de revue, euh, Mhm. parce que des revues, tu participes à beaucoup d'entre elles. Tu en as créé quand tu étais jeune, et là, récemment, il y a 5 ans, pardon, tu as créé la revue Apulée. Et je pense qu'on Capulet. ne peut pas parler de Hubert Haddad sans parler de la revue Apulée. Donc, Mhm. avis aux amateurs, surtout allez chercher Apulée et plonger dans cette magnifique revue. Merci. Et puis aussi, tu animes des ateliers d'écriture. Et il Oui, y un peu. a, Oui. J'en ai animé tellement. oui, Un petit peu moins. tellement, tellement. Voilà. Et donc, les nouveaux magasins d'écriture et nouveaux magasins d'écriture, pour tous ceux qui ont besoin, envie d'écrire, Mhm. il faut Mhm. aller les chercher. Bon, voilà, tu es cet homme qui fait tout ça, tu fais de la musique, tu peins, tu écris des poèmes. En fait, quand tu n'écris pas de romans, quand tu ne fais pas de peinture, je vois que tu écris des poèmes. Alors, Oui. voilà, d'où te vient ou comment est né chez toi, je pense que c'est très ancien, mais comment est né chez toi ce besoin d'écrire et ce besoin d'écrire sur la crête des vagues, si je puis dire. Oui. D'écrire, c'est venu de nulle part, d'un grand nulle part, qui est d'un nulle part originel, d'une famille d'immigrés de Tunisie qui avaient leur tradition et leur culture là-bas et qui se sont retrouvés complètement acculturés à Paris, à Ménilmontant, à Belleville. Et puis, ils ont eu des enfants. Enfin, moi, je suis né avec mon frère aîné, nous sommes nés en Tunisie, à Tunis. Et, et puis, il n'y avait rien, pas de livre, rien. L'inquiétude, une certaine angoisse, c'était entre la, la libération de Paris et la guerre d'Algérie. Et, et les enfants, tous les enfants vivent quelque chose comme le grand mystère d'être. Et tous les enfants sont un peu des exilés au fond. Et ils viennent au monde et ils ne savent pas pourquoi. On leur demande, on a plein d'exigences envers eux, puis ils se retrouvent dans des situations qui sont très mystérieuses. Et ça peut être redoublé par le véritable exil quand on se retrouve avec des parents qui parlent l'arabe entre eux et puis et qui à vous s'adressent dans un français comme ça, mais surtout sans communication. Et puis Paris, le Paris de l'époque, le Paris des années 50, qui était un peu gris, un peu terrible, un peu très beau aussi, très poétique. Et là, à l'école publique obligatoire, eh bien, tout d'un coup, j'entends une institutrice lire un poème je ne sais pas moi, il y en a eu des poèmes, des fables de La Fontaine, un poème de José Maria de Heredia. Un peu plus tard, eh bien, ce sera Baudelaire. Et je pressens qu'il y a une autre dimension où, dans les blocages terribles où j'étais, de communication, de compréhension, eh bien, il y aurait peut-être une possibilité d'expression
c'est né bêtement comme ça. Je sors de nulle part. Là. Je ne connais pas la cuisse de Jupiter. Je suis né de nulle part. Et ce qui est assez singulier, c'est que c'est naturel. C'est toutes les personnes qui ont pu vivre cela et qui ont été dans ma situation, eh ben, ont à un moment donné la possibilité de s'incarner dans la peinture, dans la littérature, dans la musique. Tous mes frères, nous n'étions que des garçons. Il y en a un qui est mort, et puis un autre qui mourra aussi plus tard, un peu. Eh bien, était comme ça dans une espèce de dépossession, de surprise, de que faire, mais avec quand même le sentiment qu'il y a un au-delà, un mystère. Et mes frères ont écrit, ont peint. J'ai un frère, Michel, qui a, jusqu'à sa mort à 35 ans, était dans la peinture. Et pour lui, ça a été toute sa vie. Et ça est également une bonne partie de la tienne. On y reviendra un petit peu, si tu permets. Là, on va parler d'un roman aujourd'hui, donc on va parler un peu roman. Parmi ces 80 titres auxquels tu es arrivé avec La Sirène d'Isée, 80 titres publiés, parce que je sais que tu écris, que tu as plein de choses qui sont peut-être à paraître ou non, mais que tu écris toujours en dehors des publications aussi. Il y a des romans assez remarquables et qui viennent de ce que tu viens de dire. Quelque chose de mystérieux dont on a envie de parler. Tu dis à un moment donné, quand on écrit un roman, on a l'impression qu'on détient une vérité, même si on ne sait pas quelle est la solution au problème que l'on pose. Et à travers ces phrases que tu écris et qui sont toutes chargées de poésie, tu nous donnes à voir le monde et les personnes qui y vivent. Est-ce que, est-ce que tu as un projet d'écriture quand tu commences un livre, ou bien, par exemple, pour La Sirène d'Isée, on va y venir puisqu'on parle de ce livre et qu'on n'a pas beaucoup de temps pour en parler. Est-ce que tu as un projet d'écriture, ou bien, selon les livres, c'est tout quelque chose comme un rêve éveillé, comme tu m'as dit une fois? C'est selon, parce qu'il y a des romans que j'ai l'ambition d'écrire, mais vraiment, mais que j'arrive pas. Je mets des années avant de m'y mettre. Des années, ça peut même être des décennies avant de pouvoir enfin me sentir les compétences pour l'écrire. Et c'est lié à toute la documentation, au voyage qu'il faut faire, à la maturité qu'il faut avoir. Et puis, il en est d'autres qui viennent vous écrire vous-même, qui viennent écrire. C'est le roman qui vient vous traverser, vous interpeller et qui vous met à l'œuvre sans qu'on ait demandé, sauf qu'on était dans un état propice pour accueillir cette fable, cette histoire. Et alors ça, c'est magnifique parce que on n'a plus besoin de rien, on n'a pas besoin de documentation, pas besoin de préparation infinie, et des douleurs, de la plausibilité. Un roman, il faut qu'il soit vraisemblable. Et ce vraisemblable, eh bien, c'est énormément de travail préalable. De même qu'on fait des fondations quand on veut qu'une maison tienne et n'aille pas s'engouffrer dans les carrières qui sont probablement tout autour. Eh bien, c'est pareil. Quand on écrit un roman qui est un ancrage réaliste, historique, il faut beaucoup de travail préalable et de maturation. La Sirène d'Isée, elle est venue me voir, et puis ça s'est fait
Moi, je travaille beaucoup. On dit que je suis un petit peu comme ça, prolixe. Je travaille beaucoup et je passe une journée pour écrire 2 pages. Chacun de nous, en une journée, a écrit beaucoup plus que 2 pages. Et moi, je n'écris que 2 pages en une journée, 10 heures de travail des fois. Chacun de nous a écrit beaucoup plus. Et pourquoi? Parce qu'il fait des textos, il envoie des mails. Si vous rassemblez tout ça, vous verrez que ça fait bien plus que 2 pages. Mais quelle page! Et alors effectivement, tu m'as dit quand tu écrivais Un monstre et un chaos que tu l'écrivais parce qu'il y avait une nécessité. Oui, Un un monstre et un monstre à chaos, chaos, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Et j'ai attendu, le titre, j'avais, je sais pas combien. Le titre, je l'avais quand j'avais lu Pascal. Pascal, quand j'avais cru lire Pascal, parce que finalement, c'est parce qu'il un monstre et un chaos, c'est pas exactement ça qu'on trouve dans ses pensées. Enfin, peu importe, mais j'avais ça en tête et il me disait quel roman? Ce sera un roman. Et ça, j'avais 25 ans, 30 ans, 20 ans peut-être. Et j'avais ce titre. Et j'ai attendu il y a quelques années, donc un demi-siècle presque, est passé. Et j'ai pu l'écrire enfin, mais c'est très douloureux puisqu'il s'agit du ghetto de Lodz, de la guerre, de l'extermination. Et il a fallu que je trouve une manière d'écrire, de rentrer dans un espace romanesque où les lecteurs, on ne se soucie pas du lecteur, mais là, le lecteur, c'était moi, et bien puisse accepter, entrer, comprendre sans épouvante, sans terreur, sans dégoût. Et j'ai réussi avec ce petit enfant Alter, ce petit garçon qui est une sorte d'elfe et qui va devenir un marionnettiste dans le ghetto de Lodz, qui est un ghetto très particulier. Mais on ne va pas revenir sur un monstre et un chaos. L'homme sans religion, disait Pascal, à peu près, c'est pas tout à fait ça, donc un monstre et un chaos. Évidemment, moi j'ai traduit dans ma tête l'homme sans humanité, avec un monstre et un chaos. Le relégarer, le lien, qui est l'étymologie du mot religion, on peut on peut le laïciser. Oui, tout à fait. Et alors, pour faire la transition du monstre et du chaos, tu as dit que monstre et chaos, c'est en fait comme la nature et l'histoire. Et dans cette sirène d'Isée, on va retrouver effectivement alors, une histoire avec la grande histoire à travers son regard sur le monde, parce que ce qui ressort de tes livres qui sont très très poétiques, c'est qu'il y a un regard aigu sur le monde actuel, sur son histoire. Et dans la sirène d'Isée, tu vas nous parler d'un enfant particulièrement, mais aussi de beaucoup de personnages autour. Et tu vas nous parler de la beauté en particulier. Pourquoi je parle de la beauté? Parce que c'est ce qui figure dans tous tes livres, et c'est beaucoup lié à une notion sur laquelle on reviendra un petit peu après, mais dont je voudrais parler tout de suite, c'est la notion d'espérance. Tes livres montrent la beauté des choses, montrent les difficultés des humains à travers beaucoup d'histoires très rudes, très traumatisantes. Et à partir de leur traumatisme, de leur rupture, tu fais monter crescendo quelque chose qui va vers l'espérance. Dans La Sirène d'Isée, tu m'as dit, c'est le livre du confinement. Et est-ce que tu as voulu sortir du confinement ou est-ce que tu as voulu nous montrer que le confinement pouvait contenir autre chose? En fait, j'ai rien voulu montrer a priori. J'étais comme tout le monde dans cette situation et c'était l'année dernière. Et j'avais déjà des éléments de ce roman, des éléments oniriques comme ça qui me traversaient, qui étaient là. J'avais quelques pages, des poèmes, des choses.
Et, et puis soudain, on est coupé du monde. Moi, particulièrement, je suis à Paris, dans un endroit agréable où je peux peindre et écrire, du côté de la place Gambetta, pas loin de la rue de la Chine qui est là, juste là, qui descend, il y a un hôpital et il y a la mairie. Et cette rue de la Chine, mes parents, quand ils sont arrivés de Tunisie, ils ont trouvé, ils ont trouvé une chambre de bonne avec leurs 2 enfants. Et donc, j'ai vécu dans ici, là, précisément, en débarquant de Paris, j'avais 3 ans. Et mon frère aîné, Michel, on avait 6, 4 ans de plus, 7. Et, et je suis dans une configuration, il n'y a pas longtemps que je suis dans cet appartement, où la mémoire travaille. Et puis tout d'un coup, on ne peut plus, on est confiné, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une situation un peu inquiétante. Après, il y a le couvre-feu, tout ça renvoie à un passé. Et contre qui est l'ennemi? Eh bien, c'est un virus. Des virus, il y en a des milliards. Vous savez, on est nous-mêmes remplis de virus. Et ce virus-là, ce coronavirus, des gens très savants ont calculé qu'on pourrait mettre tous les virus, ce Covid, on pourrait le limiter, le mettre dans une boîte de Coca-Cola, une petite boîte de Coca-Cola, tout le virus qui nous embarrasse et qui nous rend bizarres les uns les autres, ça tiendrait dans une petite boîte de Coca-Cola. Symboliquement, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que l'ennemi est invisible, il n'est pas là, il n'y a personne, c'est nous-mêmes. Nous sommes notre propre ennemi. Et dans ces considérations vaseuses, je me suis dit, il n'y a qu'une issue pour moi dans cette solitude, parce que je suis seul, je vis seul. Eh bien, c'est de retrouver le souffle, la respiration. Et pour moi, quand je dis souffle, il y a l'océan tout d'un coup qui gronde, qui est là, qui me. J'ai des souvenirs enfants de la Goulette, de la mer Méditerranée. Je peins beaucoup pendant cette période des paysages où la mer est très présente. Et, et j'ai vécu aussi longtemps au bord dans une sorte de chambre comme ça, face à la mer. Et elle me manque terriblement. Pour moi, c'est la liberté, c'est l'océan, c'est sa présence. Et alors, c'est lui qui est venu gronder à ma porte, qui m'a submergé. Et ce roman, c'est le roman de l'inconnu, c'est-à-dire l'océan. Et l'inconnu, il faut bien qu'il ait une figure, un visage. Euh, et, et ce visage est celui de la sirène d'Isée. Mais le titre m'est venu très simplement, mais je ne savais pas qui elle était et pourquoi il y aurait une sirène. Alors, on est avec comme ça des sortes d'a priori oniriques, et puis on se met à écrire, et puis ça va s'incarner. Ça va s'incarner, ça va prendre sens, ça va se construire, ça va se mettre en place, et à la fin, eh bien, ça fait roman, ça fait histoire, ça fait conte ou légende. C'est comme ça que c'est venu dans un état un peu de dépossession. J'aurais très bien pu continuer seulement à peindre. J'ai peint des grandes, des petites. J'ai peint 30 toiles, au moins 32 toiles. Et je continue. On a dit que tu avais peint, effectivement, que tu avais pas un océan de couleurs. Et
Cette sirène d'Isée, c'est pour nous un océan de musique, de paroles. Je reviens sur le thème de la beauté parce que tu, tu mets cette beauté dans tes mots, dans tes paroles. Euh, j'ai un peu l'impression que quand Rimbaud dit que maintenant il est capable de saluer la beauté, c'est-à-dire qu'il va un peu plus loin que Baudelaire. Euh, Oui, j'ai un peu l'impression que pour toi, ce salut, c'est l'écriture, c'est la connivence entre l'écriture et la beauté. c'est l'écriture, c'est la peinture, c'est la musique, c'est une sorte de va-et-vient constant. Quand on écrit, quand on est dans l'écriture d'un livre, on est aussi, on n'est pas seul. On est on est bercé par la musique était constamment présente. On est aussi dans la contemplation. Il y a des peintres qui me visitent. Il y a, c'est pas solitaire ce qu'on appelle la création. Et, à un moment, ça prend corps. On est poussé par ce qui est advenu, et puis on ne peut plus s'arrêter. On ne peut plus cesser jusqu'à ce que quelque chose naisse. On ne sait pas si ça va naître. Et on, on est un peu, euh, on est un peu innocent avec plein de connexions et à tout moment on sait que tel mot ne résonne pas, telle phrase vient fausser le grand mouvement, le grand mouvement de l'inspiration qui met en place des consonances, qui met en place des mélodies, et tout ça, il faut le porter, mais il faut garder en même temps une innocence et puis une vigilance absolue pour que ça aboutisse. Et c'est une concentration infinie qui, finalement, à la fin, vous dépossède et on en sort épuisé. Alors, tu as dit dans aux étonnants voyageurs il y a quelques mois, tu avais fait un petit travail sur le style. Oui. Et que dit le style, c'est la circulation dérobée entre les sensations, euh, l'intuition et le concept. Et tu dis, il n'existe pas en aucune langue de roman qui ne soit pas euh, quelque part un poème. Oui. Et dans ce roman, la sirène d'Isée, il y a l'océan et ses fracas, et puis il y a le labyrinthe, où on circule un peu dans le silence, et notamment le silence de Malgorn qui souffre. Oui. Est-ce que est-ce que c'est la poésie qui t'inspire ces contrastes? Est-ce que c'est ton besoin de faire poème en roman qui t'inspire ces contrastes et qui permet de mettre tout cela en face et en connivence? Euh, la poésie n'est pas euh, disons, il n'y a pas une entité poésie. D'ailleurs aujourd'hui, c'est assez amusant de voir que on, on ne parle pas on ne met pas parmi, quand il y a des histoires de la poésie, des anthologies, eh bien, il y a des poètes qui sont manifestes, qui devraient être évidemment dans l'histoire de la poésie contemporaine ou bien, récente, et qui n'y sont pas, alors que qu'est-ce que c'est la poésie? Ce n'est pas écrire un petit poème ou un grand poème, c'est pas faire des vers, c'est pas être dans le... Non, la poésie, c'est le mouvement même de la parole qui entre dans une musicalité qui éclaire la métaphore à tout moment et qui vise l'inconnu. Et, et l'inconnu, c'est ce qui porte l'artiste. On, le connu est en dialogue avec l'inconnu dans le poème, dans le roman, dans l'art. Et c'est l'inconnu
qui à la fin a le dernier mot. Mais bon, Julien Gracq, on dit rarement qu'il est poète romancier. Bon, il a écrit des romans. Mais il a écrit aussi. Il est poète partout. Il a écrit des poèmes en prose. Je ne sais pas, Jean Genet, bien d'autres, Proust. Et souvent d'ailleurs, quand ces écrivains, eh bien, un certain nombre, certains, parfois c'est admirable, mais certains, eh bien, tout d'un coup écrivent un poème. C'est un peu triste, c'est pas du tout de la poésie. Chateaubriand, ça y est, ça va pas du tout. Et je crois que Proust aussi, bon, c'est pas tout à fait ça. Mais Chateaubriand, à certains moments comme ça, souvent c'est un peu convenu, c'est rhétorique, hein, ça finit. Et puis soudain on est foudroyé par une phrase qui résonne et qui ne cesse de résonner dans son mystère. Alors, tu dis l'inconnu, un dernier mot. Je pense que pour toi, c'est aussi l'innocence et l'espérance. La Sirène disait, il y a une bonne dizaine de personnages qui portent chacun des drames ou des espoirs. Puis il y a effectivement quelque chose qui fait sirène. Et en fait, cette sirène, elle fait renaître le monde au moment où une jeune fille du même âge va perdre la vie. Et cette sirène est accueillie par l'innocence de l'enfant. Oui. Voilà. Et Il y a tous les contrastes de ce qu'on peut vivre, mais exagérés. Comme disait André Gide, il faut exagérer l'idée. Ça, c'est le secret. Hein. Quand vous avez un projet, et vous tournez autour, vous n'êtes pas content, c'est un peu exagérer l'idée. Il faut exagérer l'idée, et là, vous allez trouver. Eh bien, nous sommes sur une falaise dans un pays, ça pourrait être l'Irlande, ça pourrait être la Norvège. En tout cas, c'est dans le nord. Et c'est des hautes falaises, et puis c'est des fjords. Et il y a là un bâtiment, un très beau bâtiment, qui est une sorte de palace, au fond, avec d'immenses fenêtres. Et c'est un hôpital. C'est un hôpital pour les tuberculeux, comme on en construisait au 19e siècle, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, des sanatoriums où il y en avait pour les gens aisés. Celui-là est très beau, genre art déco, enfin, et face à la mer. Et on en construisait à la montagne aussi. Et souvent, dans ces endroits-là, dans les sanatoriums, on mettait, on plantait des épicéas, des pins, des sapins, des ifs, tout ce qui... Parce qu'on pensait on croyait que c'était très sain pour les malades, que ça avait des pouvoirs comme ça. C'est pour soigner les bronches des tuberculeux, des phtisiques. Et alors, au Descendry, il y a ce grand hôpital, ce grand bâtiment, ce palace face à la mer, et derrière cet hôpital, eh bien, ce bâtiment, il y a maintenant, enfin maintenant, au moment où justement mon roman commence, il y a une forêt, quasiment une forêt de résineux, parce que tout, ça a poussé, ça a poussé, ça a poussé. Et ces descendries, cet hôpital devient une maison de repos, disons un asile, quoi. On est dans la psychiatrie encore un peu mythique, un peu légendaire, comme on l'a conçu autrefois avec les inquiétudes. C'est un roman réaliste, au fond, par certains côtés, mais bon, il y a une dimension complètement légendaire, parce que mon docteur Riwald, c'est un personnage qu'on ne rencontre plus, j'espère, et qui a des ambitions, qui a des théories,
Et de cette espèce de bois immense et de cette forêt, de cette jungle, il veut en faire un labyrinthe. Il en fait un labyrinthe extrêmement complexe, parce qu'il a des idées sur le sujet. Mais ce serait trop compliqué peut-être de rentrer dans l'histoire de la... De l'époque de la 7e nuit, oui, c'est un peu compliqué, mais c'est musical, on va dire, musical et mathématique. Voilà. Mais pour ce docteur Riwald, cet endroit, ce qu'il veut en faire, c'est un lieu, ce qu'il appelle la récréation du labyrinthe, c'est perdre certains de ces patients-là, parce qu'il est conçu de telle manière qu'il va mettre celui qui s'y perd dans une situation de panique absolue. Et il en sortira dans des états de choc. Et c'est cet état de choc que cherche à provoquer le docteur Riwald. Mais il y a des personnages qui ne rentrent pas dans ces catégories. Notamment, on lui amène Lilo, une jeune femme, une très jeune femme qui ne parle pas ou qui chante, et qui chante, qui chantonne, qui dit des paroles incompréhensibles et qui semble finalement bien dans sa peau, mais qui ne participe pas à la comédie humaine. Et on l'a amenée là parce qu'elle est perdue, elle n'a pas de nom, on ne sait pas qui elle est. Et lui, le docteur Riwald va tomber complètement fou de Lélo. Et il va faire en sorte qu'elle reste dans sa structure. Et Lélo, un beau jour, va avoir un enfant. Lélo va disparaître. Lélo se promène et chante dans le labyrinthe. Et Lélo va avoir un enfant de qui, bon, je ne sais pas trop, qu'on va appeler Malgorn. Et Lélo va disparaître dans la mer. Elle va retourner peut-être. C'est peut-être elle, la sirène. Peut-être c'est Ariane aussi. Vous savez, Ariane qui guide Thésée dans le labyrinthe pour qu'il puisse supprimer le monstre, le Minotaure. Tout le monde est double. Le Minotaure, c'est quoi? C'est un taureau. Non, c'est un homme à tête de taureau. Certains se sont trompés comme Dante. Ils en ont fait un homme, un taureau à tête d'homme dans l'enfer. Et la sirène, finalement, c'est la même chose. Pour les Grecs, c'était un oiseau à tête de femme. Après, ça s'est décliné dans les légendes nordiques, c'est devenu, et c'est plus saillant, une femme à queue de poisson. Et je reviens à Malgorn, l'enfant. L'enfant, il a un handicap, et c'est cet handicap qui va donner tout son sens au roman, parce que c'est souvent à partir d'un handicap qu'on comprend autrement le monde, qu'on le perçoit autrement. J'ai écrit un roman qui s'appelle Première neige à Pondichéry, où il y a un vieux musicien aveugle qui se retrouve là, qui vient de Jérusalem et qui se retrouve, qui quitte, qui abandonne Israël, il n'en peut plus, et qui va errer là, guidé par une sorte d'Antigone, et le roman est conçu pour qu'on ne sache pas qu'il est aveugle. À aucun moment c'est dit. Et donc les perceptions sont pour le lecteur, il y a une étrangeté. Mais on est en Inde, et l'Inde, elle est là dans toute sa puissance, dans l'Inde du Sud. Et là il est sourd, Malgorn. Il est sourd. J'ai appris comme ça, et ça c'est très mystérieux, parce que les noms que j'ai donnés
finalement, fonctionne complètement avec ce narrative, ce qui se démontre. Malgorn, l'étymologie, le sens, c'est l'escargot. L'escargot, le labyrinthe, et vous savez que Dédale, il avait trouvé devant une énigme pour lui poser comment aller au bout du labyrinthe de l'escargot. Eh bien, il a mis une petite ficelle très petite, un cheveu, à la patte d'une fourmi, et la fourmi est allée jusqu'au centre de l'audition. Mais il n'a pas de fourmi dans l'oreille, Malgorn, il n'entend pas, il n'entend rien. Mais cependant, il sait qu'il y a un mystère autour de lui. Il a compris que quelque chose se manigance. C'est vrai que dans l'innocence de la surdité, eh bien, la parole, le bruit, les sons, c'est un complot. C'est un incroyable complot. Et il essaye de percer ce mystère. Il essaye de le percer. Nous, on a oublié que c'était un grand complot assourdissant. Alors, cette quête du bruit, effectivement, elle ressort à beaucoup d'endroits de ce roman. Et elle ressort aussi à travers la beauté. J'y reviens parce que tu en parles beaucoup, et notamment, bien sûr, la beauté des trois femmes belles. J'emploie, oui, je dis parfois que belle, oui, j'emploie peut-être ce mot, mais la beauté, elle ne doit pas être dite, elle doit surgir et elle doit être ressentie. La beauté est partout, la beauté est terrible, comme disait un poète. Mais Malgorn est sourd, et puis l'océan pour lui c'est tout. Il est là devant l'océan, il est là, il est gardien, il a grandi. L'hôpital, la falaise recule. La falaise, il y a des séismes lents qui font tomber la falaise petit à petit, et à la fin, les descendries, il y a un décret qui interdit de l'usage, comme ça arrive. J'ai connu ça quand j'ai vécu en Normandie, à Villerville. Pendant une dizaine d'années, j'ai vécu là, et j'étais arrivé là dans une maison que j'ai louée, et sans savoir que c'était sinistré, que les maisons tombaient à la mer, que la falaise, qui n'est pas très haute là-bas, et bien travaillait la falaise, et que là, il y avait une poussée argileuse depuis le bassin méditerranéen, et que tout menaçait de tomber à la mer. Ça m'a dû me hanter pas mal, cette histoire-là. Eh bien, là, c'est un peu pareil, et les descendries sont vidées de... Tout le monde doit déménager, c'est terminé, puis c'est plus un hôpital. Mais il faut, comme c'est un monument qui est préservé, qui est classé, eh bien, il faut le garder, quoi qu'il en soit, jusqu'au jour où il tombera. Il faut l'entretenir, et Malgorn va devenir le gardien et le jardinier du labyrinthe. La notion de labyrinthe que tu as mis là, effectivement, elle ressort aussi de la vie, dans la vie des personnages qui se cherchent beaucoup, notamment Malgorn, mais pas seulement. Perdre, par exemple, cette femme qui... Perdre, on n'en a pas parlé de perdre oui, encore. il Il y a dans les légendes celtiques une certaine Deirdre, c'est ça que qui est un personnage comme ça, qui est très beau, très mélancolique, et qui ne peut pas se défaire de sa mélancolie. C'est impossible. Perdre, c'est un peu la même chose. Et elle vit dans un sémaphore, pas très loin des descendries. Et là, elle attend, elle attend. Elle a un père, sa mère est morte, et elle a un père qui navigue et qui entretient la maison, avec une gouvernante qui s'occupe de tout,
de tout ce qu'il faut. Et Perdre est là, perdue dans son rêve face à la mer. Et un matin, elle va croiser une rencontre impossible. Perdre et Malgorn vont se croiser, vont se retrouver sur la plage où un animal est échoué, il y a plein de monde, il y a des pêcheurs, il y a une équipe de scientifiques il y a un étrange animal qui échouait sur la plage, qui pourrait ressembler à une sirène. Vous savez, les lamentins, les rhinites, les lamentins, c'est magnifique. Allez voir, il y en a aux eaux de Vincennes. Je vais de temps en temps, c'est pas loin de chez moi, voir les lamentins, on les voit en vitrine, les pauvres. Ils sont merveilleux, magnifiques. Ils flottent comme ça, très lentement, et on sent qu'ils ont en eux l'univers, qui sont dans une méditation extraordinaire, une méditation qui nous englobe tous. Et donc, ils vont pas avoir de communication, mais quelque chose va se passer. Comme s'ils se reconnaissaient du fond de la beauté du monde. Mais j'en dis pas plus parce que d'ailleurs, je ne sais plus quoi dire. Donc, il se passera une belle histoire dans ce livre. Je ne vais pas parler du père du père de Perdre qui Ouais. va, parce qu'il y a toute cette dimension qui vient du delta du Niger, qui transporte dans un supertanker le sang de la terre jusqu'à Kottenberg, et qui, à chaque fois qu'il passe devant la baie du Mouelt, le Mouelt, ce n'est pas innocent, une Welt. Mais bon, eh bien, agite, appuie, fait un appel pour signifier sa présence à sa fille, mais jamais il ne reviendra. Et 2-3 fois par an, il y a les sirènes du supertanker qui résonnent, et Perdre attend ce moment-là, attend que son père lui fasse signe. C'est le seul signe qu'il lui fera. Mais une fois dans le roman, eh bien, dans le bateau, dans ce bateau, dans ce cargo, eh bien, il y a un passager clandestin. Il y a un passager clandestin et ils finissent par l'attraper. Le capitaine Owen, qui est le père de Perdre, eh bien, il interroge et puis il découvre que c'est une jeune femme. C'est une jeune femme cette jeune femme a le visage, lui évoque absolument immédiatement ces têtes d'Iphéisée, ces têtes de ces royaumes, ces têtes de bronze qu'on a découvert dans les années 30 en Afrique, au Nigeria. Hein. Nous sommes entre le Nigeria, le Bénin, le Togo, et là, il y avait autrefois, au Xe siècle jusqu'au XVe siècle, une civilisation extraordinaire, une civilisation avec des royaumes. Le premier royaume est le royaume d'Ifé, où ils ont découvert d'eux-mêmes. Ce n'est pas venu comme on a voulu le laisser croire, comme les coloniaux ont voulu le laisser croire de la Méditerranée, mais c'est une vraie civilisation qui est née là et qui, par la métallurgie, par le travail, par la forge, le palais du roi, il y avait une forge dans le palais du roi et plusieurs cités-États, royaumes, vont se disséminer autour de cette cité originelle d'Ifé, et où il y aura ce travail de la métallurgie et donc des
une sculpture inédite, mais d'un classicisme extraordinaire, un classicisme qui évoque évidemment la Grèce ancienne, qui évoque la Renaissance, qui évoque tout, et ça vient contredire tous les préjugés qu'on a pu entendre et qu'on peut avoir quant à l'art africain, qui est extrêmement divers. Et aussi, bon, évidemment, au XVe siècle débarquent les Portugais et tout est détruit. Les royaumes cessent et ce sera la traite des Noirs. Et ces royaumes qui travaillaient pour eux-mêmes dans une... eh bien, vont devenir des sous-traitants de la traite négrière. Et il n'y a plus de royaume, il y a simplement des sous-traitants qui sont aux prises avec les coloniaux. Et ça, on a vu ça évidemment partout. Donc cette dimension, on a beau écrire un conte, une légende, on ne peut pas échapper à, à, à l'histoire et dans ses grandes largeurs. Mais finalement, ça résonne parce que cette jeune femme, qui est dans le bateau, a le visage de cette princesse d'Icéiphé. Et à l'endroit donc d'Icéiphé, il y a une ville qui s'appelle Isée. Donc, je n'ai pas été inventé. Et il y a maintenant une ville qui s'appelle Isée. C'est par déclinaison consonantique, mais il y a une ville qui s'appelle Isée. Évidemment, le mot d'Isée, on le retrouve au Japon. Il y a le temple sanctuaire d'Isée. J'ai écrit pas mal sur le Japon pour le savoir. Ça sonne bien. Il y a même un écrivain grec, un orateur, Isée, avec un E, I-E et E, qui a écrit un certain nombre de textes. Tout ça pour dire qu'on est... quand on écrit un roman, il y a plein d'échos, plein de croisements, et puis finalement, il faut se décider. Et moi, je me suis décidé pour cette tête de bronze. Allez voir sur le net, vous allez trouver cette tête magnifique donc en bronze. Et il y a des têtes aussi en terre cuite. Vous savez que les masques en bois, eh bien, dans les tropiques, ça disparaissait vite. Presque tout ce qu'on a pu récupérer et sauver, enfin, et restituer, j'espère aussi, eh bien, c'est très récent, c'est relativement récent. Quoi qu'il y ait des masques de bois qui datent du Xe siècle, qui ont pu, par miracle, être... C'était rituel, c'était d'usage courant. La pensée de l'art, la beauté, elle existe sans même qu'on ait besoin de parler d'art, d'artistes, parce que les premiers artistes n'étaient pas artistes, ils créaient de leurs mains. Les primitifs, avant la Renaissance, eh bien, ne signaient pas leurs œuvres. Il y avait des ateliers qui étaient renommés, mais jamais l'idée de prendre gloire de leur production ne leur venait. Eh bien, c'était pareil en Afrique, et c'est probablement la plus belle chose. Hubert, est-ce que vous m'entendez? Oui. Je me permets de vous couper parce que sinon on va être dépassé par le temps et j'ai Oui, quand même d'accord. deux petites questions. C'est passionnant, on resterait des heures à vous écouter. Vous m'entendez ou pas? Je vous entends. J'ai deux petites questions à vous poser, ça serait bien que vous y répondiez parce que c'est les lecteurs qui ont les ont posées. Carole voudrait savoir, il y a un côté merveilleux dans vos livres, dans tous vos livres, ça c'est vrai. Avez-vous été nourri par des contes et si oui, lesquels? Je n'ai pas été nourri, en tout cas dans ma jeunesse,
j'ai pas été nourri par des contes. J'ai été, je vous ai dit, j'étais un enfant de la rue. J'étais un titi parisien. J'étais un Gavroche. On était des enfants de la pauvreté, de l'exil. Et, mais quand le miracle, pour moi, ça a été d'avoir accès tout d'un coup et de découvrir que ça existe, que Gérard de Nerval, Aurélia, oui, tout ce qui fait, toute cette littérature était disponible. Alors j'allais dans les bibliothèques, j'avais à 13-14 ans, j'allais dans les bibliothèques municipales. Les livres étaient affreux, goudronnés, avec des couvertures en goudron noir. Mais je trouvais ce que je voulais. Et puis j'allais aussi dans les puces, vous savez, et là, je trouvais, et je tombais toujours sur ce que je voulais. Je me suis fait comme ça, très, très jeune, une bibliothèque de cajots. J'allais chercher des cajots sur les marchés. C'est fragile, mais enfin, j'arrivais à les mettre les uns sur les autres. Ça tenait à peu près. Et puis, je remplissais mes cajots avec mes découvertes. Et puis ensuite, j'ai croisé des adolescents qui, comme moi, et puis avaient la passion d'écrire des livres, ou bien de chanter. Ils avaient une guitare, et puis ils écrivaient des chansons. Et puis alors, on a décidé de faire notre première revue, comme ça. On n'avait pas d'argent, mais ça fait rien, on a fait notre première revue, et on a fait faillite, une belle faillite. J'ai dû vendre tout ce que j'avais de précieux dans mes découvertes bibliophiliques. Enfin, ce n'était pas de la bibliophilie, puisque je découvrais au fur et à mesure. On me disait, mais ça, c'est magnifique ce que tu as. Voilà, mais il n'y a pas, on peut, qui que nous soyons là, eh bien, on n'a pas besoin d'attribution. On est tous dans la même situation face au monde, dans le grand mystère du monde, dans la beauté possible, mais c'est de notre sort. C'est de notre sort. J'aurais pu être un voyou, mais tout d'un coup, j'ai croisé Rimbaud, Baudelaire, Nerval, et ça m'a sauvé. En tout cas, moi, je voudrais dire que La Sirène d'Isée est un merveilleux roman dans l'imaginaire, dans tout ce qu'on peut, dans la poésie. C'est une poésie marine aussi, on peut dire ça. Je vous engage à aller le chercher en librairie. Vous pouvez aller le chercher à Villeneuve-sur-Lot, à la librairie Livresse de Michel Loyer. Dans toutes les librairies de France, il est sur toutes les tables de librairie. Il est sorti aux éditions Zulma. Donc, si vous n'avez jamais lu Hubert Haddad, vous pouvez lire tous ses livres. Vous allez faire un voyage merveilleux. En tout cas, moi, je voudrais remercier infiniment Hubert pour cette très belle rencontre. Vous nous avez emmenés là où vous savez à chaque fois. C'est merveilleux de vous entendre. Merci beaucoup, Michel, d'avoir animé cette rencontre. Merci. Demain, on se retrouve Frédéric. À 19h pour une rencontre un peu particulière qui se déroulera en tchèque. Mais je vous rassure, il y aura une traduction simultanée. Nous aurons la joie d'accueillir Marek Sindelka pour son roman La fatigue du matériau, paru aux éditions des Syrtes. Messieurs, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bonne soirée. Merci.